Bonjour, l'association On va le savoir s'est déplacée aujourd'hui à Lille 2 en section économie avec Xavier Joginski. Professeur, vous allez nous parler d'économie, autant de dettes que de marchés financiers et que d'euros. Première question, Jacques Attali a dit il y a peu, vers le mois de décembre, que l'euro, si la BCE n'intervenait pas, pourrait disparaître ou tout du moins pourrait imploser. Est-ce que ce scénario du pire est-il possible ou est-ce que des scénarios annexes sont-ils envisageables? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette crise qui affecte différents pays, elle est relativement dissemblable en fonction des pays, puisque l'élément déclencheur n'est pas forcément le même. Alors, il y a un élément qui est commun, c'est la crise financière de 2007, donc il y a eu des répercussions sur l'économie réelle, qui est couplée avec un certain nombre d'éléments qui sont spécifiques à chacun des pays. On parlera ici des PIGS pour Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne. Le premier pays qui a été affecté, c'est la Grèce. La Grèce donc, qui subit un endettement extrêmement fort. Et l'élément déclencheur réel, c'était au cours de l'année 2009, où en fait, le gouvernement de l'époque a annoncé qu'il y avait eu des trucages sur les comptes publics et que l'endettement de la Grèce était sous-évalué. C'est-à-dire qu'à l'époque, officiellement, on avait annoncé un déficit public de 8%, alors que dans les faits, ce déficit était de 13% du PIB, alors même que plus tard, on a même annoncé que ce déficit était réellement de 15%. À côté de ça, vous avez un certain nombre d'autres pays, l'Espagne, l'Irlande, qui de leur côté ont connu ces problèmes d'endettement souverain du fait d'un éclatement de la bulle immobilière dans chacun de ces pays, faisant peser des contraintes fortes sur le système bancaire de chacun des pays avec des faillites bancaires. Le Portugal, pour lequel on a un endettement public fort couplé avec un endettement privé également relativement important. Et enfin l'Italie, pays donc, qui est caractérisé par un endettement structurel, donc sur le long terme relativement important, couplé avec une certaine forme de non-crédibilité, on va dire, des politiques économiques qui finalement ont fait tomber le gouvernement Berlusconi. Alors naturellement, c'est d'abord à la Grèce qu'on va s'intéresser, et la question qu'on peut se poser, c'est que se passerait-il finalement si la Grèce sortait de l'euro, ou ce qui est un peu similaire, si la Grèce faisait faillite, n'était pas capable de rembourser ses créanciers. D'un point de vue économique, on pourrait se dire que le problème ne serait que mineur, en ce sens que la Grèce est un petit pays, c'est un pays qui représente approximativement 3% du PIB européen. Alors naturellement, ça aurait des répercussions fortes sur le système bancaire grec, et ça pourrait également déstabiliser d'une certaine manière un certain nombre de banques européennes, et en particulier les banques françaises, qui détiennent assez largement des actifs grecs. Alors, ça c'est le point de vue économique. Par contre, d'un point de vue politique, ce serait beaucoup plus compliqué à gérer si la Grèce faisait faillite ou si la Grèce sortait de l'euro, en ce sens que ce serait révélateur du point de vue des marchés financiers que l'Union européenne n'est pas capable d'intervenir pour sauver l'un de ses États membres. Alors naturellement, si l'un de ces États membres venait à sortir de la zone euro, les marchés financiers s'interrogeraient sur la capacité de l'Union européenne à pouvoir sauver des États de taille beaucoup plus importante, comme l'Espagne ou l'Italie. Deuxième partie, si c'était l'Espagne ou l'Italie qui devaient sortir de la zone euro, ou éventuellement la France, là naturellement ce serait beaucoup plus dramatique, en ce sens que ce sont des économies beaucoup plus grandes. Si on prend l'exemple de l'Italie, l'Italie est fortement endettée, comme je le disais, de l'ordre de 120% de son PIB, ce qui représente approximativement l'équivalent d'un quart de l'endettement européen. Donc là, ce serait tout simplement dramatique. Naturellement, et ça on le sait très bien, un certain nombre de dispositifs, d'espèces de pare-feu, ont été mis en place depuis maintenant 2 ans, visant justement à rassurer d'une certaine manière les marchés financiers sur la capacité de l'Europe à intervenir pour ces différents États membres en difficulté. On a notamment permis l'intervention du FMI, on a notamment créé un fonds européen de stabilité financière qui a été transformé ou qui sera transformé en 2013 en mécanisme européen de stabilité financière, et surtout on a permis que la Banque Centrale Européenne puisse intervenir, ce qui était interdit jusque-là, et racheter sur les marchés secondaires des obligations des États endettés, ce qui permet finalement de limiter l'augmentation des taux d'intérêt. Alors apparemment, ces mesures n'ont pas suffi, et tout dernièrement, c'était au mois d'octobre, lors d'un sommet européen
qui était essentiellement dirigée donc, par le président Sarkozy et la chancelière Merkel, ont été prises un certain nombre d'autres mesures permettant a priori de rassurer les marchés financiers, qui ont consisté donc d'une part à annuler la moitié de la dette grecque, donc c'est une certaine forme de restructuration de cette dette, et d'autre part à permettre la recapitalisation d'un certain nombre de banques européennes. Alors, de savoir est-ce que ces dispositifs seront suffisants pour pérenniser l'euro, il est assez difficile de répondre à ce stade à cette question. On atteste donc les dégradations des notes telles qu'ont connu un certain nombre d'États européens lors des dernières semaines. Alors en quoi ça pourrait être relativement catastrophique si un État européen sortait de la zone euro ou si la zone euro éclatait purement et simplement, naturellement ce serait un retour en arrière relativement fort. Ça aurait un coût financier immédiat qui est le coût de la réintroduction des monnaies nationales, qui est évalué à plusieurs milliards d'euros, qui déstabiliserait naturellement fortement les marchés financiers, puisque les capitaux naturellement pourraient quitter les pays qui feraient le choix de quitter la zone euro pour se diriger vers des zones beaucoup plus sûres. Ça impliquerait donc de réintroduire des mesures de régulation des flux de capitaux. Ça nécessiterait peut-être de revenir à une situation qu'on a connue ou qu'on connaissait il y a une trentaine ou une quarantaine d'années de ça. Quand on voulait voyager d'un pays à l'autre, on était limité dans la quantité de devises qu'on pouvait emmener. Naturellement, ça réintroduirait d'une certaine manière les risques de change entre économies, ce qui naturellement ne facilite pas les échanges entre pays. Et ça amènerait également à se poser la question de la réévaluation des dettes européennes. Naturellement, les dettes actuellement, elles sont évaluées en euros. Si on repassait sur les monnaies nationales, ce serait d'une certaine manière une certaine forme de dévaluation qui renchérirait pour les économies européennes le coût de l'endettement. On aura bien vu qu'au sens macroéconomique, des décisions ont été prises. Les décisions vont peut-être venir, comme vous avez parlé des eurobonds, on ne sait pas peut-être. Est-ce qu'en microéconomie, purement dans la France, est-ce que des décisions ont été prises? Et je fais peut-être allusion là au gouvernement, et ça touche un peu à l'aspect politique économique, au gouvernement qui a pris le choix de s'inspirer, tout du moins pour une partie, du modèle allemand, de son modèle de croissance et de développement, et de donc améliorer son exportation, l'exportation française, donc on fait allusion à la TVA sociale, à l'ensemble des réformes qui pourraient jouer dans notre économie un certain pilier. Est-ce que calquer sur le modèle allemand, c'est une solution? Alors, se poser la question de savoir s'il existe un modèle allemand et s'il est transposable au cas de la France, mérite avant tout de rappeler un petit peu quelles sont les mesures qui ont pu être mises en place qui expliquent la bonne situation de l'Allemagne et la manière dont l'Allemagne traverse de manière relativement positive cette crise économique qui est une crise vraiment mondiale. Alors le modèle allemand, ce qu'il faut bien comprendre, repose sur un certain nombre de réformes qui ont été appliquées depuis maintenant quelques années, puisque l'essentiel des explications qui découlent de l'existence de ce modèle allemand découlent de réformes qui ont été mises en place par le gouvernement Schröder, réformes qui ont été appliquées essentiellement entre 2003 et 2005 et qui consistent en des politiques qui ont visé à comprimer au maximum la progression salariale donc des travailleurs allemands. Un certain nombre de contraintes plus fortes ont également été mises en œuvre, consistant à réduire au maximum les capacités des chômeurs à pouvoir être indemnisés. Donc on les a d'une certaine manière contraints à s'insérer sur le marché du travail, par exemple en acceptant donc, des emplois à temps partiel pouvant être combinés avec donc, la possibilité de pouvoir recevoir également des allocations chômage. Ces réformes donc, du marché du travail ont été poursuivis donc, par Angela Merkel par l'introduction de la TVA sociale. Donc ça s'est fait donc, au 1er janvier 2007. TVA sociale, en quoi ça consiste? Ça consiste simplement à basculer une partie des charges sociales donc, qui pèsent sur le coût du travail, donc de basculer ces charges sociales vers de la TVA, c'est-à-dire de procéder
à un changement d'assiette. Alors quels sont les principaux avantages de la TVA sociale? L'un des principaux avantages est que cette TVA va venir renchérir d'une part le coût des importations, et d'autre part, elle va venir d'une certaine manière doper les exportations du pays, donc ici en l'occurrence l'Allemagne, qui met en place ce type de mesure, tout simplement parce que vous avez une baisse du coût du travail. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on diminue les charges sociales. Donc du point de vue de l'employeur, embaucher un salarié ou embaucher davantage de salariés lui coûte moins cher, et que ce basculement se fait sur la TVA, qui est une assiette totalement différente. Alors, ce modèle, ces réformes ont relativement bien fonctionné pour une simple et bonne raison, qui est que l'Allemagne est le seul pays à avoir procédé de manière unilatérale à ce genre de politique. C'est-à-dire que l'Allemagne, si aujourd'hui elle arrive à tirer son épingle du jeu dans la concurrence européenne, c'est simplement parce qu'elle est le seul pays à avoir mené cette politique qui consiste plutôt à réduire au maximum les augmentations salariales, voire même, si on regarde un petit peu dans les faits, on a même pu assister à une réduction du niveau de salaire moyen, donc des travailleurs allemands. Est-ce que ce modèle est transposable à l'ensemble des économies européennes? Et dit autrement, est-ce que la France doit s'en inspirer? À mon avis, pas forcément. En tout cas, comme je vous l'ai montré, il y a deux formes de réformes. Les réformes structurelles sur le marché du travail, les réformes de la TVA sociale. Alors, dernièrement, il y a quelques semaines, l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, a notamment épinglé le modèle allemand en y voyant l'une des causes structurelles justement au problème de la zone euro. Donc bon, ça permet quand même de s'interroger sur le fait de basculer, de transposer le modèle allemand à d'autres économies. Pour autant, on entend beaucoup dans les débats politiques actuels la possibilité pour la France également de mettre en place cette forme de TVA. Donc on parlera de TVA sociale, de TVA compétitivité, de TVA emploi, mais bon, il s'agit toujours de la même chose. Et dernièrement, donc dans l'intervention du président Sarkozy, il a été annoncé finalement que cette mesure allait être très rapidement appliquée, sauf si on avait peut-être un changement de majorité d'ici là, et que l'on devrait augmenter donc le taux de TVA en France, le faire basculer donc de 19,6 à 21,2%, ce qui globalement devrait permettre de ramener à peu près 11 milliards d'euros. Alors naturellement, cette augmentation de la TVA sera couplée en contrepartie avec une baisse des cotisations des charges sociales sur les employeurs, et en particulier des charges sociales s'agissant du risque famille. Donc on va gagner 11 milliards d'euros d'un côté et on va perdre à peu près 13-14 milliards d'euros du fait des allègements de charges sociales qui porteront sur les salaires entre 1,6 et 2,6 fois le SMIC. Donc l'écart, les 2 milliards d'euros manquants seront comblés par une augmentation de la CSG sur les revenus du patrimoine. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette politique, elle demeure relativement discutable, en ce sens que c'est un espèce de pari assez risqué sur l'avenir. C'est-à-dire que c'est une forme de politique qui a relativement bien fonctionné en Allemagne. Le même genre de réforme a été mise en place au Royaume-Uni et n'a pas du tout fonctionné. Qu'est-ce qui va expliquer le fait que cette politique peut ou non apporter quelque chose, donc à la fois en matière de financement de la protection sociale, mais également en matière d'allègement du coût du travail et de relance des exportations? C'est essentiellement la capacité qu'auront les employeurs de répercuter ou non cette baisse des charges sociales sur le prix de vente des biens ou des services qu'ils produisent. Alors là, on peut être assez interrogatif, en ce sens qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu une baisse des charges sociales dans le domaine de la restauration, et toutes les études qui se sont justement intéressées aux conséquences de ces baisses de charges sociales ont montré que finalement, ces baisses de charges sociales n'avaient pas été suivies d'une baisse des prix de vente des différents biens dans la restauration. Donc tout va vraiment passer au travers de ce mécanisme. On peut se dire que d'une certaine manière, les entreprises françaises, dans cette optique d'une baisse des charges sociales, devraient répercuter cela par une baisse de leur prix de vente s'agissant des biens à l'exportation, puisque là on est sur des marchés qui sont extrêmement concurrentiels.
On peut par contre s'interroger beaucoup plus sur le fait qu'elles vont le faire s'agissant des biens qu'elles vendent effectivement sur le marché local, c'est-à-dire en France. Alors, une dernière chose, c'est de considérer aussi que cette mise en place de la TVA sociale, elle va avoir également un impact sur le prix des biens importés. C'est-à-dire que globalement, on considère qu'il y a à peu près 20% du budget des ménages qui consiste dans l'achat de biens importés. Par exemple, vous avez le prix de l'essence ou du gasoil qui naturellement va immédiatement augmenter du fait de l'instauration de cette TVA sociale. Donc, tout ça pour en revenir au fait que c'est une réforme quand même qui est un pari très risqué sur l'avenir et dont on ne sait dans quelle mesure elle va effectivement réussir, et la clé de la réussite, elle appartient vraiment aux entreprises, à savoir est-ce qu'elles vont ou non répercuter cette baisse de leur charge sociale par une baisse du prix de vente des biens vendus sur le marché local.